Bonjour et bienvenue à l'émission La Grande Virée. Nous sommes aujourd'hui dans les jardins de la maison Félix Leclerc afin de nous remémorer nos virées dans cette belle région de Vaudreuil-Soulanges. Et je vous présente sans plus tarder l'équipe de La Grande Virée, mes chères collaboratrices qui n'ont pas peur d'affronter les reportages. Isabelle, et on a un bonus, Chantal Bédard, la directrice de C'est sur la télé, qui est venue voir si on faisait une bonne job. Rosalie, Alexandra et moi-même, Danilo. Et cette semaine, nous partons en virée à Notre-Dame-de-l'Île-Perrot. Notre-Dame-de-l'Île-Perrot est une des 4 municipalités situées sur l'île Perrot. À proximité des ponts donnant sur l'île de Montréal, la ville a connu une augmentation démographique majeure durant les dernières années, transformant une bonne partie de son territoire en banlieue typique. Elle gagne de plus en plus de popularité auprès des jeunes familles. Et puis, parlant de jeunes familles, Rosalie, toi, tu as découvert un endroit familial, hein, au Verger-la-Bonté? Oui, je me suis perdue dans le fameux labyrinthe. Mais heureusement, j'ai survécu parce que j'ai mangé des pommes. Hey, une chance, hein? Ouh! Bonjour Nathalie, Bonjour, ça va bien? ça va très bien toi? Oui, j'aimerais savoir comment le verger La Bonté a commencé. Le verger La Bonté a commencé par monsieur et madame La Bonté dans les années 1980. C'était un rêve, c'est un couple qui ont parti vraiment l'entreprise de zéro. Donc, ils avaient planté des arbres, construit la maison, ils ont vraiment tout monté l'entreprise. Puis, au bout d'une quinzaine d'années, je pense qu'ils avaient le goût de vivre autre chose. Et je pense que leurs enfants étaient un peu trop jeunes pour reprendre la relève. Et moi, à ce moment-là, en 2003, j'étais ergothérapeute, mais je cherchais une autre façon, un autre endroit pour vivre, pour élever mes enfants. J'avais aucune idée d'un verger. Je voulais 5 arbres fruitiers. On m'en a donné 2000. Mais c'est ça, c'est un changement de carrière complet où j'ai acheté le verger puis j'ai pu élever mes enfants ici. Et qu'est-ce que tu as appris de faire l'entretien du verger, de t'occuper du verger? Mon Dieu, c'était une école à temps plein parce que en ayant une entreprise agricole, oui, il y a toute l'agricole, mais finalement, il a fallu que j'apprenne sur les ressources humaines, sur la comptabilité, sur, oui, l'agricole, sur un paquet de choses. Puis bon, on a apporté aussi beaucoup de nouveautés. Donc, on a fait de l'événementiel, sur les publicités, sur le marketing. Donc, c'était un apprentissage... Et ça l'est encore, là, un apprentissage de vie totale, parce que, bon, au début, on avait eu 100 heures de formation, puis on avait appris des propriétaires. Par la suite, j'ai travaillé avec beaucoup d'agronomes qui m'ont vraiment soutenue, entre autres dans les dernières années à Agropom. Après 3 ans d'avoir un verger, j'avais été voir l'agronome et j'avais dit « Je suis désolée, monsieur, j'ai un verger, je ne sais même pas comment planter un arbre. » Fait que je partais vraiment de loin, mais ça a fait des très belles rencontres et ça nous a permis de découvrir des nouvelles variétés, puis on a passé de 10 variétés à plus de 22 variétés, des variétés vraiment nouvelles et intéressantes. Donc, je pense que comme je m'y connaissais pas, je suis allée chercher beaucoup de ressources dans tous les domaines qui n'étaient pas nécessairement mes forces. Fait que ça a fait que le verger a vraiment rayonné, je pense, avec les années, avec tous les projets qu'on a pu faire. Puis encore maintenant, comme on a décidé de faire une transition bio 100%. On devrait avoir notre certification au mois d'août 2022. Fait que ça aussi, ça nous a demandé encore énormément d'apprentissage, de toutes sortes de techniques. Donc, on lit, on va à des conférences, on travaille. Donc, c'est un perpétuel apprentissage, le verger. Ouais. Comme vous disiez tantôt, vous prenez ce que la terre vous donne, mais vous redonnez aussi en même temps. Exact. Je pense qu'on a parlé beaucoup du bio dans les médias. Maintenant, on parle beaucoup les sols régénératifs. Parce que souvent, on s'aperçoit que, bon, par exemple, moi, j'en suis à ma 18e saison. Ça fait 18 ans qu'on reprend les pommes. Mais pour pouvoir produire ces pommes-là, l'arbre doit aller chercher dans le sol toutes sortes de vitamines. Et si on ne prend pas soin de notre sol, bien, c'est sûr qu'à long terme, le sol s'appauvrit et peut devenir un peu comme des zones désertiques qu'on retrouve en Afrique de l'Ouest et qu'on n'est plus capable de produire. Puis souvent, bien, on a tendance à penser juste à moi, juste là, cette année, mais
Pour moi, je voudrais vraiment être capable que quand je vais laisser, que j'ai laissé le sol en meilleures conditions que comment je l'ai pris. Donc, pour ça, on travaille avec les villes, on met beaucoup de copeaux de bois, on prend du fumier de poule, on prend du fumier de bovin. On s'assure vraiment de garder notre sol le plus riche possible. Ça donne des fruits avec un meilleur goût, selon moi. Ça fait aussi une culture plus facile parce que le sol, en étant riche, quand il y a beaucoup d'eau, ça va bien s'absorber. Puis quand il y a une sécheresse, l'arbre va survivre beaucoup mieux que dans un sol qui est très pauvre. Mais surtout, c'est que quand moi, je ne serai plus là, mes enfants ou petits-enfants ou l'autre génération suivante pourra continuer de produire et nourrir l'humanité. Voilà. Le verger La Bonté, c'est pas seulement un verger. Est-ce que vous pouvez me parler un peu des activités que vous avez? Oui, en fait, en 2005-2006, on avait une terre qu'on n'utilisait pas, puis on avait eu l'intention de faire un labyrinthe de maïs. Et comme une de mes grandes passions, c'est que je suis allée travailler en Afrique de l'Ouest aussi avant d'avoir le verger. Et j'ai pu voir beaucoup la pauvreté, puis qu'est-ce qui se passait dans les pays plus défavorisés. Et quand je suis arrivée au verger, puis que je voyais l'abondance de nourriture, il y a comme quelque chose en moi qui faisait ça n'a pas de sens. Donc, en 2006, on a parti le labyrinthe de l'Afrique. Donc, pour moi, c'était comme mon mini-ONG personnel où est-ce qu'on faisait connaître aux gens un peu les réalités de l'Afrique de l'Ouest. Et en même temps, $1 de chaque billet était remis à un organisme humanitaire. Donc, on a financé un projet là-bas. Et finalement, c'est devenu tellement populaire que pendant 10 ans, on a fait l'Afrique, le Pérou, l'Inde. Et j'avoue que je voyageais l'hiver, donc ça me permettait de découvrir des endroits, de découvrir des centres aussi, qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas. Et on faisait des levées de fonds, puis avec l'argent, on finançait différents projets à travers le monde. Fait que ça, c'était vraiment ma grande passion. Et je vous dirais que depuis à peu près 6-7 ans, j'avais l'impression qu'il manquait de créativité. On reprenait tout le temps un pays. Et là, on a plus travaillé avec toute une équipe à créer des jeux à la place d'enquête. Donc, on a eu Indiana Jones, on a eu les insectes. Et cette année, c'est Sherlock Holmes. Donc, c'est un thème qui est super apprécié. Donc, ce que les gens aiment, c'est qu'il y a 3 labyrinthes, un petit, un moyen, un grand. On va dans les chemins de labyrinthe, mais il y a aussi un jeu. Oui, c'est une belle diversité d'activités. J'aimerais savoir, c'est quoi la saison? La saison, oui, effectivement, on ouvre le 8 août, 6-8 août, et on termine vers le 8 novembre. C'est vraiment 3 mois. On est ouvert à tous les jours durant ce temps. C'est assez intensif. Les pommes n'attendent pas et n'ont pas de pause. Donc, quand on ouvre, on est très, très ouvert à tous les jours. Et par la suite, on va ouvrir seulement qu'en septembre, mars et mai, une journée à l'occasion parce qu'on vend aussi du poulet de grain qui n'est pas produit chez nous, mais d'un autre producteur. Okay. Donc, les gens peuvent venir chercher les petits produits qu'ils aiment à peu près 3 fois dans l'année, mais la plupart, c'est du 8 août au 8 novembre. OK, super. Puis, j'ai une dernière question. Est-ce que j'ai le droit d'aller m'amuser dans le labyrinthe? Avec plaisir. Donc, je vais y aller. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Pour le prochain reportage, je passe le bâton de la parole à Chantal. Merci Danilo. Pour le prochain reportage, je vous fais découvrir la pièce « Les incroyables secrets des Mi'kmaq » qui parle des Premières Nations. J'ai vraiment envie d'en apprendre plus sur les Premières Nations. Alors, je me suis fait inviter par Archie Martin et Chantal Nicole à la pièce « Les incroyables secrets de vie des Mi'kmaq » ici, à la Pointe du Moulin, à Notre-Dame de l'Île-Perrot. Je suis avec la coordonnatrice du théâtre de l'Île-Perrot et Archie Martin qui participe à une initiative ici dans le magnifique site de la Pointe du Moulin. Bonjour! Bonjour.
Dites-moi, Chantal, tu es la coordonnatrice du théâtre, mais surtout de la pièce que vous jouez aujourd'hui, qui s'appelle exactement? Les incroyables secrets de vie des Mi'kmaq. Alors, le théâtre de l'île Perrot, il est tout nouveau. C'est un petit bébé de cette année, 2021, mais depuis 2020 qu'on y pense. Mais depuis 2012 que le théâtre existe, il était parrainé par la Fondation du patrimoine. Là, maintenant, nous sommes autonomes, on a grandi, et ça fait longtemps, depuis le 2019, qu'on a approché Archie et Pierrette pour faire ce spectacle-là. Mais avec la pandémie, on a fait une autre production l'année passée, et là, enfin, on peut la présenter. Alors, le théâtre de l'île Perrot, on aimerait être un carrefour de la culture sur l'île. Alors, conférences, spectacles, animation, pilates champêtre et musical. On est en train de développer plein d'activités pour rester à l'année. On aimerait avoir une programmation à l'année. Bon, le thème principal, on l'a bien compris, là, le secret de la vie des Mi'kmaq. Archie Martin, bon, tu es, est-ce qu'on dit ascendance, origine ou tu es un Mi'kmaq fier de l'être? Je suis fier d'être un Mi'kmaq. Je fais partie des 11 nations du Québec aussi, mais je suis des Maritimes. Puis je suis Mi'kmaq, oui, mais de son mêlé, qu'on appelle métisé, je suis un métis Mi'kmaq. Je me vois plus comme un métis Mi'kmaq. Je connais beaucoup ma culture, je connais beaucoup mes traditions, puis spécialement l'histoire. Dans la pièce aujourd'hui, on va découvrir aussi un peu un pan de tes ancêtres. Exactement. Vous allez découvrir un peu, c'est des secrets, comment est-ce qu'on se prenait, nous, les Mi'kmaq, comme des Autochtones de l'Est du Canada. On était assez spécial parce que vous allez découvrir des choses qu'il y a beaucoup de monde qui ne le savent pas. Il y en a qui le savent. C'est nos origines et aussi nos pratiques aussi de chasse, de pêche, de cueilleurs et de trappeurs. On voit vraiment que c'est une passion pour toi, Archie, de partager la connaissance et les traditions des Premières Nations, là, surtout dans la région de Vaudreuil-Soulanges. Exactement. Je couvre depuis bien des années que je couvre 3 provinces, le Nouveau-Brunswick, le Québec et l'Ontario, où je fais découvrir l'histoire, où j'arrange des petites choses qui ont été peut-être mal conçues, mal faites, aller chercher un surplus à l'histoire du Canada, puis à l'histoire aussi des Premières Nations, pour que les jeunes le comprennent, mais pas juste les jeunes aussi, les adultes aussi. Il faut qu'ils nous connaissent un peu plus. Puis c'est la façon de se faire connaître, c'est que si on fait rien, bien, on ne se connaît pas. Mais c'est comme toutes les cultures. Les cultures, il y a leurs traditions, il y a leurs fêtes, il y a leurs festivités. C'est comme ça qu'ils se font connaître. Ça fait, c'est sûr, à travers de l'île Perrot, il y a d'autres nations qui ont été ici, il y a d'autres peuples, d'autres personnes. Puis aussi, c'est le fun de les connaître, puis c'est le fun à nous à se faire connaître. Et ce qui est magique, si j'ai bien compris, dans la pièce, c'est qu'on allie la culture des Premières Nations, mais aussi la danse, parce que Chantal, tu es une amoureuse de la danse, et tu fais une danse très particulière dans la pièce qu'on va voir un peu plus tard. Oui, en fait, on a isolé un solo qu'on a fait l'an passé pour répondre à la pandémie, qui était la distanciation. Alors, comme on fait beaucoup de camps de jour, c'était comment dire aux enfants, approchez-moi pas trop. Alors, il fallait porter un masque. Alors, on mélange tout ça, les contraintes, et on laisse mûrir. Puis, à un moment donné, bien, il y a une grande idée. J'ai repris l'idée de Loy Fuller dans les années 1890. C'est elle qui a inventé cette façon de danser avec les tissus. J'ai repris ça. Et ensuite, on l'a repris avec le spectacle parce que, justement, c'est le monde de l'esprit, c'est le monde de l'imaginaire. Et pour commencer le spectacle, ça montre justement toutes les légendes, les contes. Ils sont de peu de paroles, les nations, les Premières Nations. Tout est dans l'imaginaire, dans le peu de mots, mais avec beaucoup de métaphores, d'analogies. Alors, on trouvait que c'était une belle façon. Et moi, mon côté que j'apporte, bien, c'est la danse, c'est chanter. Et les nations des Premières Nations, c'était des peuples danseurs, des peuples chanteurs qui aimaient beaucoup le rythme. C'était leur façon de communiquer, le battement de cœur, les grands tambours. Alors, on trouvait que c'était vraiment un parfait mélange. Et en même temps, notre curiosité de reconnaître
que cette nation-là, elle était ici, ils étaient les premiers sur le territoire, ça nous touche. Et dans le spectacle, on a même intégré, c'est un projet qui s'appelle Nathan, c'est des 2 professeurs de l'école La Perdriole qui ont fait 9 chansons pour justement promouvoir l'univers social des Premières Nations en 3e année. Alors, ils nous ont offert vraiment un très beau cadeau, une très belle surprise, et on est allé chercher justement une musique avec, on a étudié les paroles, et c'est ce que je montre à tout le monde aujourd'hui. Ça aussi, l'authenticité de m'intégrer, parce que je suis une allotone, je suis une non-autochtone, une grande amoureuse et amateur, mais chaque chose qu'on a intégrée dans le spectacle, on a vraiment fait attention justement à cette authenticité-là, de ne pas distorsionner, de vraiment aller à l'essence, puis de respecter la thématique. Être authentique, puis aussi, c'est qu'on va expliquer notre culture, nos traditions, OK, pour que le monde soit capable de les voir aussi. Quand il y a les preuves, c'est comme ça que c'est passé. Ça fait, en même temps, on ne parle pas des pictogrammes, mais toute l'histoire est là, sur les roches. Si tu vois ces roches, les petits bonhommes, tous les signes sont là, des Mi'kmaq au Quai-Breton, tous les pictogrammes, les hiéroglyphes, on a tout ça pour qu'on était capable de reprendre puis comprendre c'est qui qu'on était vraiment, nous, les Mi'kmaq. C'est ça, puis il y en avait beaucoup de secrets, mais aussi on est capable de les partager par un peuple qui partageait beaucoup. On va en découvrir quelques-uns lors du spectacle. Merci beaucoup. Pour le prochain reportage, j'ai fait un merveilleux voyage dans le temps au site historique de la Pointe du Moulin. Gentille Gens. C'était l'histoire d'un chroniqueur qui s'est retrouvé à la Pointe du Moulin, à la soirée de Comte, à la Lanterne. Il est allé découvrir que c'est que les autres avaient à dire à la Pointe du Moulin. C'est ce qu'on va découvrir. Alors, nous sommes en compagnie ce soir très spécial. C'est le directeur, mais on ne le dira pas. C'est un gentilhomme, un gaillard. Êtes-vous un seigneur ou un gentilhomme? Ce soir, je serai le seigneur de l'île Perrot qui invite les censitaires de la seigneurie de l'île Perrot, plus vieille seigneurie développée à l'ouest de Montréal, on le rappelle, à venir nous voir au Parc historique de la Pointe du Moulin aujourd'hui, vendredi soir, le 28 août, pour la veillée de Comte aux Lanternes. La veillée de Comte, pour ceux qui ne savent pas, peut-être qu'il y a des gens qui ne le savent pas, qu'est-ce que c'est le concept? En fait, c'est notre 6e édition. C'est la 6e fois qu'on fait l'événement qui, à chaque année, tend à grandir de belle façon. Aujourd'hui, c'est près de 300 visiteurs qu'on va recevoir pour l'événement. Il y a 3 compteurs qui sont éparpillés à travers le parc. Donc, les visiteurs vont aller à leur recherche accompagnés de nos guides animateurs et guides animatrices du Parc historique de la Pointe du Moulin. Le tout dans un décor joliment éclairé pour l'occasion. Angle vers moi, toi. Ah. Et toi, t'es encore béni des dieux, honnêtement. Tu sors de là avec une bouille agréable. Je sais pas si le mérite revient à ton père ou à ta mère, mais somme toute, t'es présentable. Qu'est-ce que ça prend pour organiser un événement comme ça? Bon, oui, il y a eu la pandémie, mais vous avez d'autres obstacles, j'imagine, à travers l'année pour organiser un événement comme ça. Oui, en fait, on ne fait pas ça tout seul. On est une petite équipe de 9 ici, employés dédiés à la Pointe du Moulin. On travaille pour l'organisme à but non lucratif de la Société de développement du Parc historique de la Pointe du Moulin. Mais on a la chance de pouvoir compter sur des nombreux et nombreuses bénévoles qui viennent nous aider, comme pour un événement qu'on retrouve aujourd'hui à la veillée de Comte à la Lanterne. Ça prend beaucoup de cœur pour monter un événement comme ça dans une petite équipe. J'imagine. Et là, les compteurs, c'est un spectacle, c'est des comptes pendant 1 heure. Comment ça se passe, le déroulement?
Oui, les visiteurs vont être chanceux d'écouter 3 contes ce soir comme conteurs. On a vraiment la crème de la crème. On a Éric Michaud, on a Francis Desilets et on a Yoda. Apparemment, c'est son vrai nom. On va pouvoir le rencontrer ce soir au Parc historique de la Pointe-du-Moulin et ils vont nous offrir 3 contes, 3 performances théâtrales qui se passent en Nouvelle-France. Donc ici, on le rappelle, c'est patrimonial de la Pointe-du-Moulin. On y retrouve 2 bâtiments historiques qui nous proviennent de l'époque de la Nouvelle-France. Donc, on a le moulin à vent qui a été bâti en 1708 et la maison du meunier qui a été bâtie en 1785. Pour te servir. Je disais ça de même parce que j'avais faim, là. Je pensais pas que t'étais pour arriver pour de vrai. Ta quête là m'a t'aider. Grouille pas, j'ai quelque chose pour toi. Il s'en va en arrière de l'arbre et ramène en arrière de l'arbre, le diable, un manteau en fourrure, un manteau en poil d'ours, une peau d'ours. Regarde, on va faire d'autres choses. Prends la lettre, il l'envoie dans le feu, puis il en écrit un autre. Chérie, Marie, le porteur de cette lettre, avec la princesse à son arrivée au château. Ils sont super bons, les gâteaux, hein? D'ailleurs, Rosalie, ton prochain reportage concerne une entreprise familiale de boulanger. Oui, mais c'est plus que ça. Ils ont des produits diversifiés et ils vont même jusqu'à moudre leur propre farine. J'aimerais savoir comment a été fondée la boulangerie des Rosiers. En fait, la boulangerie des Rosiers, c'est une subdivision de la Comida Montréal, que c'est une compagnie de mets préparés santé. Ça a tout commencé parce que moi, j'ai toujours adoré la cuisine. Donc, j'étais à l'école culinaire et quand mon père, avant, il était en finance, donc il voulait avoir quelque chose en commun avec moi. Puis, il a toujours aimé le pain. Donc, il a commencé à faire du pain à la maison, tu sais, dans les petites machines, tout ça. Puis, à un moment, il commençait à vraiment triper dessus. Donc, quand j'étais en Europe, j'étais là pour 5 ans. Je travaillais dans des restos en Angleterre et tout ça. Quand je trouvais des pains vraiment cool, je les envoyais à la poste par comme UPS ou FedEx pour qu'ils les essaient. Puis là, il a commencé à essayer de les recréer à la maison. Donc, quand je suis revenue au Canada, mon père, en même temps, à peu près, il a pris sa retraite. Donc, j'ai dit, « Hey, pourquoi on ne met pas ensemble? Puis, vous faites les pains comme sous le nom Boulangerie des Rosiers, mais c'est partie de la Comida Montréal. » Et de ce temps-là, en fait, on a développé plein de nouveaux produits, comme les sauces piquantes Lady Killers, c'est une autre subdivision. Mais la boulangerie, c'est en fait pas mal toute wholesale. Donc, on donne aux fournisseurs pour la revente et à nos clients directement à livraison à domicile. Donc, c'est pas mal cool de travailler ensemble comme ça, puis être capable de donner à nos clients pas mal presque toute leur épicerie qu'ils ont besoin à la maison. C'est quoi qui vous différencie comme boulangerie? Bien, d'une part, nous, on est une boulangerie qui est certifiée biologique par Écossaire Canada. Donc, tous nos ingrédients sont inspectés, sont biologiques, pas juste la farine, là, tous les grains, le sel, il n'y a pas de coagulant dedans, etc. Et on est spécialisé en du pain à 100% levain. Puis justement, c'est le procédé du côté artisanal. Pouvez-vous me l'expliquer? Bien, le côté artisanal, c'est une bonne question parce que là, de plus en plus, on voit au Québec boulangerie artisanale. Artisanale, c'est un mot qui est utilisé partout, tout le monde est artisanal. Puis je pense que le terme a une des définitions très larges. Nous, on est une boulangerie artisanale dans le sens que nous sommes des artisans. On n'a aucune machinerie à développer le gluten de nos pains. C'est tout fait à la main. Tout le gluten, comme je dis, est développé à la main en repliant nos pâtes, un peu comme on va plier des meringues, par exemple. Le pain, par exemple, en boulangerie traditionnelle, vont développer un gluten entre 6 et 8 minutes. Nous autres, ça nous prend 3 heures. Après 3 heures, les pains sont façonnés. Après être façonnés, ils s'en vont au frigo pour les bloquer à 4 Celsius et on cuit à 250 Celsius en choche thermique. Il n'y a aucun temps de pouce qui est fait. Alors, le côté artisanal de nous qui nous distingue, c'est que c'est vraiment fait carrément tout à la main. Puis, comment les gens peuvent se procurer vos produits?
Bien, nous, en fait, on a sur notre site web, on a différents points de distribution à Montréal parce que c'est important de savoir qu'on est ouvert au public ici à Notre-Dame de l'Île-Perrot sur commande seulement par courriel à la boulangerie. Mais on a des points de vente à Montréal, 2 magasins à Montréal et on fournit aussi des restos au niveau institutionnel, des cafés et des coops, par exemple, comme les bio locaux, Fergus, secondlife.org, où eux ont des milliers de clients qui achètent des paniers de légumes dans lesquels ils ont une option de commander de nos pains. Puis l'autre chose, c'est une des raisons pour lesquelles on a le succès qu'on a, ça revient un peu à la question d'artisanal, c'est que nous, on n'a aucune farine commerciale entière, c'est-à-dire que toutes les farines qu'on a, on achète les grains directement du fermier et on a un moulin, on a notre moulin sur pierre, tout est moulu ici frais à tous les semaines. OK, donc vous faites aussi des pains spécialisés. Oui, bien en fait, tous nos pains sont pas mal spécialisés dans le sens que les grains qu'on utilise, c'est des grains ancestraux, comme on utilise du petit épeautre. On est les seuls au Québec à avoir du petit épeautre. On a du emmer, qui est un blé du temps des Égyptiens. On utilise du camus, on utilise du teff, qui est une farine sans gluten, mais on la mélange avec du blé. Alors, c'est toutes des farines exceptionnelles où on ne peut pas trouver d'autres pains comme ça à Montréal. Puis vous faites du pain aussi pour les gens qui ont peut-être des restrictions alimentaires? On a des procédés, effectivement, que le levain va pré-consommer, par exemple, les sucres à l'intérieur du grain, qui fait que, comme par exemple notre pain ancestral, on sait qu'on l'a testé où on a des diabétiques qui peuvent consommer notre pain. Et tous nos autres pains, on a fait aussi des tests auprès des gens qui ont des conditions, par exemple, comme la maladie de Crohn. Les gens peuvent consommer nos pains. Puis là, évidemment, les gens qui ont des conditions médicales doivent faire attention de ne pas manger un pain au complet parce que, bon, c'est comme n'importe quoi, là. Faut avoir quand même de la modération dans tout. Mais on sait très bien que tous les gens, notre gros de notre clientèle, c'est des gens où ils avaient arrêté soit de consommer du pain ou il y avait des problèmes de digestion, des problèmes d'enflement, de gonflement, puis en consommant nos pains, ils n'ont plus de problème. C'est super, je vous souhaite de continuer dans cette lignée-là. Merci. Merci à toi. Merci. C'est ce qui conclut notre émission pour cette semaine. Merci, cher public. Merci à mes chères collaboratrices et à ma patronne Chantal. Est-ce qu'on a bien fait ça? Phew. Merci Isabelle, Rosalie, Alexandra. Merci à toute l'équipe de C'est sur la télé. Ici, c'est Danilo qui vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de La Grande Virée.